pour souhaiter la bienvenue aux participants en personne et aux participants en ligne, à nos collègues, à nos amis qui sont dans la salle, à nos étudiants, pour ce lancement de l'ouvrage Droit des services d'investissement. Alors, je me présente, Cynthia Duclos, je suis professeure ici à la Faculté de droit de l'Université Laval et directrice du laboratoire en droit des services financiers. Mais aujourd'hui, je suis ici avec vous en tant que co-auteur de l'ouvrage et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cet événement mes deux co-auteurs, donc la professeure émérite et avocate émérite Raymond Craig et Martin Côté qui est avocat, chargé de cours et un membre chercheur également du LADFI. Il faut savoir qu'on a également une collaboratrice qui a travaillé avec nous là, sur l'ouvrage, donc la doctorante Salomé Paradis, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui nous regarde en direct de Toulouse. Alors, on la salue. Donc, bien simplement, aujourd'hui, on est réunis pour célébrer la publication, je dirais enfin, de cet ouvrage sur le droit des services d'investissement. Et ce qu'on souhaite faire avec vous aujourd'hui, c'est vous en présenter les grandes lignes. Principalement, on va s'intéresser à la nature professionnelle des services d'investissement. On va vous parler des constats qu'on a fait tout au long de l'écriture de cet ouvrage. Et finalement, en chercheur, on va terminer avec des pistes de réflexion pour bonifier la protection des épargnants. Le tout va être suivi d'un cocktail où on aura la chance d'échanger et de discuter. Par le commencement, d'où ça vient ce projet-là de faire un ouvrage? Eh bien, pour ça, on remonte à près de 2 décennies. Avec la création en 2007 par la professeure Craig du groupe de recherche en droit des services financiers. Alors, c'est un groupe qui a été créé pour fédérer et regrouper des chercheurs et des étudiants qui s'intéressent, bien sûr, au droit des services financiers. Et sous la direction de la professeure Craig, ce groupe-là a mené plusieurs programmes de recherche, a publié de nombreux des articles et des ouvrages. Alors, ici, j'en ai montré là, seulement quelques-uns. Il y a également eu plusieurs colloques et conférences qui ont été organisées en la matière. Donc, nous, c'est dans vraiment le prolongement, dans le sillon de ce groupe-là et des recherches qui ont été faites, qu'en 2018 est venue l'idée de proposer auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet qui s'intitule « Pour une approche simplifiée et intégrée de l'encadrement des services d'investissement ». Et dans ce projet-là, on a eu la folle idée de proposer comme livrable cet ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, le projet a débuté donc en 2018. Il a débuté au sein du groupe de recherche en droit des services financiers. Une grossesse plus loin, une pandémie après, tout ça s'est poursuivi au sein du laboratoire en droit des services financiers qu'on a créé en 2022. Donc, c'est un partenariat, le laboratoire qui est né là, grâce à l'appui de l'Autorité des marchés financiers et de bénévoles. Donc, dans le sillon, tout ça, on a réussi finalement à publier en 2024 cet ouvrage, décembre 2024, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, un petit peu plus tard, en début 2025, là, à en faire le lancement officiel. Il faut comprendre que c'est un ouvrage qui a été élaboré donc, et construit sur des fondations qui étaient déjà quand même bien solides, grâce à nos recherches antérieures, aux recherches aussi des autres membres du groupe, sur le droit des services financiers, mais aussi plus spécifiquement sur le droit des services d'investissement. Donc, en bout de piste aujourd'hui, sous l'impulsion de près de 2 décennies de recherche en droit des services financiers, c'est un ouvrage qui représente le travail de 3 chercheurs, co-auteurs, je vais même dire amis, c'est là qu'on est rendu, d'une collaboratrice, d'une dizaine d'auxiliaires de recherche, notamment Ariel qui est avec nous dans la salle, et également d'une équipe dévouée au sein de notre éditeur, les éditions Yvon Blais. Alors, Charlotte est avec nous ce soir. Oui, elle est là. Bon, Charlotte est à la fin, excusez-moi. Merci beaucoup, Charlotte, pour le travail. Je remercie également tous les membres de l'équipe, notamment M. Forbes qui nous a accompagnés là, dans l'édition. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une première édition et on en est très fiers, mais on est conscient aussi que c'est certainement perfectible. Alors, comme vous le savez, on est très ouvert aux commentaires et on le sera également par rapport à cet ouvrage. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Notre objectif, évidemment, c'est éventuellement d'en faire une seconde édition et d'y apporter là, toutes les bonifications qu'on peut. C'est maintenant le temps de vous le présenter, cet ouvrage. Alors, ce que je veux faire d'abord, c'est revenir sur le cœur même, le sujet de l'ouvrage, qui est le droit des services d'investissement.
D'abord, c'est quoi les services d'investissement? C'est un terme qui ne trouve pas appui dans la réglementation, dans la loi, mais qu'on utilise pour parler d'un service spécifique dont ont besoin les épargnants, c'est-à-dire un service pour être accompagné dans la gestion de leurs avoirs, notamment dans leur placement. Alors, ça vise les services de conseil en investissement, de gestion de portefeuille, de négociation et d'offre de produits financiers. Et ça, pas seulement dans le domaine traditionnel des valeurs mobilières. Nous, on a voulu étendre l'étude également aux produits d'investissement que l'on retrouve dans le domaine de l'assurance de personnes. On peut penser aux contrats de fonds distincts et également aux services de conseil qu'on retrouve dans l'industrie de la planification financière. Quand on parle du droit, eh bien là, on vise vraiment l'encadrement juridique de cette prestation de service et on s'intéresse à cet encadrement-là dans l'optique de la protection des épargnants. Pour nous, les épargnants, dans l'ouvrage, on s'intéresse davantage aux investisseurs individuels, donc qu'on appelait davantage là, le client de détail. Donc, c'est vous et moi là, dans la salle là, qui sommes visés là, par cette protection. Ce que je veux voir avec vous dans les prochaines diapos, c'est un peu tout le terrain de jeu qui est derrière là, ce droit des services d'investissement-là pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce qu'on a étudié, qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce qu'on vous présente là, dans le cadre de l'ouvrage. Premier élément, on s'intéresse à plusieurs intermédiaires financiers. Là, n'ayez crainte, je ne vous présenterai pas en détail cette diapo, on aurait besoin d'une conférence en soi, mais le schéma vous illustre bien qu'on s'intéresse à plusieurs intervenants du secteur financier qui offrent des services d'investissement. Donc, on a notamment des courtiers en placement, des courtiers en épargne collective, des gestionnaires de portefeuille, leurs représentants. On regarde également les cabinets en planification financière, les planificateurs financiers, les cabinets en assurance de personnes et les conseillers en sécurité financière, là, pour nommer ceux-là. Au regard de ces intermédiaires financiers-là, on s'est intéressé à 3 groupes d'acteurs. D'abord, les personnes physiques, souvent appelées les représentants, qui vont offrir le service aux épargnants. Mais on s'est aussi tourné vers les entreprises. Souvent, l'entreprise qui est le point avec lequel l'épargnant va contracter pour obtenir les services qui vont être offerts là, par les représentants. Et on s'est également intéressé aux dirigeants de ces entreprises-là qui exercent des fonctions de direction, de gestion et de surveillance. Donc ça, c'est une partie là, du terrain de jeu qu'on s'est donné dans l'ouvrage. Pour encadrer ces intermédiaires-là, on doit regarder la réglementation financière. C'est le terme qu'on utilise pour couvrir là, tout le vaste corpus législatif et réglementaire là, qui vise les intermédiaires financiers et les services qu'ils vont offrir. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Notamment la loi sur les valeurs mobilières, l'ensemble de ces règlements, mais surtout le règlement 3103. Ça comprend également les règles d'un organisme d'autoréglementation qui vient intervenir dans le domaine des valeurs mobilières. Alors ici, je souligne les règles de l'OCRI. On doit également tenir compte de la loi sur la distribution des produits et services financiers, de ces règlements, et aussi des règles d'un autre organisme d'autoréglementation qui, cette fois, s'intéresse aux acteurs dans le domaine de l'assurance et de la planification financière. Donc, je mentionne le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Et j'ajoute à ça une loi cadre qui est quand même importante dans le secteur financier, donc la loi sur l'encadrement du secteur financier. On comprend que c'est quand même un vaste corpus. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces éléments-là convergent pour mettre en place des mesures de protection des épargnants. Plusieurs fois déjà, dans la discussion, je vous parle de protection des épargnants. Je vais prendre quelques instants pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il faut savoir que la protection des épargnants, ce n'est pas défini dans les lois ou dans la réglementation. Alors, on a fait nos recherches et dans nos études, on a fait ressortir des éléments qui composent cette protection. Premier élément, c'est d'assurer la qualité des services offerts. Alors, la protection des épargnants, ça veut dire de pouvoir offrir un service de qualité qui est empreint de compétences, qui est offert avec diligence et loyauté dans le meilleur intérêt des épargnants. Ça comprend aussi le souhait de prévenir les manquements professionnels des intermédiaires financiers et donc de prévenir les risques de subir des préjudices pour les épargnants. Et si jamais ils subissent quand même des risques à ces épargnants, bien, la protection des épargnants, ça comprend aussi le fait de réparer et de minimiser ces préjudices-là qui sont subis. On ajoute à ça
la confiance des épargnants et du public. Il ne s'agit pas d'une composante en soi de la protection des épargnants, mais vous le comprenez, hein, c'est intimement lié. Pour pouvoir aller rechercher cette protection des épargnants-là, pour mettre en application la législation, parfois même préparer cette législation, et pour encadrer les intermédiaires financiers, on a aussi une vaste gamme d'autorités, d'encadrement et d'autres organisations pour lesquelles on a porté notre regard là, dans le contexte de l'ouvrage. Alors, je ne vais pas le regarder en détail, mais je vous mentionne quand même des groupes d'autorités qu'on a regardés. D'abord, on a des autorités de régulation ou juridictionnelles qui sont très importantes. On retrouve également plusieurs autorités d'harmonisation ou de collaboration. C'est des organismes qui peuvent œuvrer ici au pays ou encore plus largement là, sur le plan international. On retrouve aussi des organismes d'autoréglementation. Pour ceux qui sont moins familiers avec les organismes d'autoréglementation, on peut penser à des organismes qui fonctionnent un peu de la même façon que des ordres professionnels. Donc, on retrouve ça. On retrouve également des regroupements professionnels ou des regroupements qui offrent de la formation continue à certains intermédiaires financiers. Et enfin, on retrouve une panoplie de fonds d'indemnisation et d'organismes qui offrent des mécanismes de règlement différents. Donc, tout ça, tout ce que je viens de vous présenter, c'est ce qui est le cœur de l'étude et de l'analyse qu'on a fait qui nous a mené à vous proposer cet ouvrage. Alors, plus spécifiquement, on a regardé tous ces éléments avec trois objectifs en tête. Trois objectifs, je dirais, sont complémentaires. Le premier, on voulait enrichir le savoir sur l'encadrement juridique des services d'investissement. Alors là, c'est un volet peut-être un petit peu plus scientifique, puis on voulait accroître le corpus de connaissances. On voulait aussi présenter de façon pédagogique les acteurs, le cadre juridique et les autorités. Alors là, un peu plus vers une volonté de vulgarisation, de rendre accessible, de diffuser le savoir. Et enfin, on voulait aussi proposer des pistes de réflexion pour assurer une meilleure protection des épargnants. Alors peut-être que là, on met notre chapeau d'acteur de changement, mais ce qu'on souhaite faire, c'est de contribuer à l'évolution du cadre juridique et aux pratiques qui sont en place dans l'industrie. À cette fin, notre ouvrage là, divise comme suit. Alors, d'abord, on vous propose bien sûr une petite introduction et une mise en contexte des services d'investissement. On vous présente également les limites de notre approche parce qu'on couvre une vaste étendue de sujets, mais il y a quand même des choses qu'on ne va pas voir, donc on précise tout ça dès le départ. Par la suite, on vous propose un chapitre qui est dédié à la nature professionnelle des services d'investissement et la professeure Claude en parlera davantage dans les prochaines minutes. Le reste de l'ouvrage se consacre principalement à présenter l'encadrement professionnel et spécialisé des intermédiaires financiers. Alors, ce qu'on propose dans ces chapitres-là, c'est vraiment un regard sur le droit positif qui est applicable, mais on le fait sous la loupe de la professionnalisation de ces services-là et toujours dans l'optique de la protection des épargnants. Alors, le chapitre 3 offre une vue d'ensemble, j'ai envie de dire, de manière synthétique, on vous présente cet encadrement, on vous parle de son objectif de protection des épargnants et on a, j'ai envie de dire, une discussion sur la nature de cet encadrement-là, qui oscille entre une nature administrative, juridictionnelle ou quasi-judiciaire, déontologique ou disciplinaire. Alors, c'est des choses qui vous sont présentées. On regarde également dans ce chapitre les différentes autorités qui jouent un rôle dans cet encadrement. Et ensuite, on a 4 chapitres qui vous proposent un regard assez détaillé sur des composantes de cet encadrement. Pour chacune des composantes, on a fait l'examen très exhaustif d'aller voir ce qui se passe pour chacun des intermédiaires financiers, donc tant dans le domaine des valeurs mobilières que de l'assurance de personnes, que de la planification financière. Et on a fait également l'étude au niveau de tous les acteurs. Oui, les représentants qui offrent le service directement, mais aussi, je vous le rappelle, les entreprises et les dirigeants. Ce qui nous amène donc à vous offrir un chapitre sur le droit pratique des intermédiaires financiers, dans lequel on vous parle des obligations et des exigences pour l'inscription. On vous parle également des différentes catégories d'inscription, de la formation continue. Ce chapitre-là présente un peu des exigences au niveau des compétences des intermédiaires financiers. On présente ensuite un chapitre sur les normes de conduite qui sont à respecter par les intermédiaires financiers. Et pour ce faire, on adopte une approche divisée sur les 2 grands devoirs généraux, le devoir de loyauté et le devoir de diligence qui s'applique à ces acteurs. Donc, ce chapitre-là, ce qui vient présenter, c'est le comportement qui est attendu par les intermédiaires financiers.
Le chapitre 6, lui, vient nous donner de l'information sur qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas les normes qui sont établies au regard du droit de pratique ou encore des normes de conduite. Donc, on vous présente pour chacun des intervenants les processus disciplinaires qui sont en place et les sanctions qui pourront être imposées. Le chapitre 7 arrive un peu en bout de piste pour nous présenter quelles sont les alternatives pour les épargnants si le cadre qui est mis en place ne permet pas, malheureusement, d'éviter que des préjudices soient subis. Donc, ce chapitre présente des mesures d'assistance, de plainte, de règlement des différends et d'indemnisation qui sont disponibles pour les épargnants. Finalement, notre dernier chapitre vous propose des constats qu'on a fait à la lumière de tout ce qu'on vous présente dans l'ouvrage. On se permet également de soulever des enjeux qui nous apparaissent importants en matière de protection des épargnants et on va même plus loin en soulevant des pistes de réflexion qui pourraient peut-être intéresser le régulateur en vue peut-être de débuter d'autres recherches pour approfondir ces pistes de réflexion-là ou encore d'envisager ces options pour modifier le cadre réglementaire. Alors, ces constats-là, ces enjeux, ces réflexions, j'aurai la chance d'en parler avec mon collègue Martin un peu plus tard dans la conférence. Mais pour le moment, je vais céder la parole à la professeure Craig qui va vous entretenir sur la nature professionnelle des services d'investissement. Je la rends ici. Voulez-vous que je le désinfecte? On gère des virus, là. C'est bon. Correct? Parfait. Alors, merci pour cette belle introduction. Alors, le sujet de ma présentation cet après-midi, c'est de vous parler de la nature professionnelle des services d'investissement. Je pourrais commencer avec la question suivante qui est soumise ici. Dans cette première diapositive, on peut se demander, les services d'investissement se distinguent des relations commerciales traditionnelles. Par exemple, lorsqu'un commerçant offre des produits mobiliers, des biens mobiliers ou immobiliers, que ce soit des maisons, des autos, des ordinateurs, des meubles, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une distinction entre les services d'investissement et une relation commerciale traditionnelle? La réponse brève tient justement au titre de la conférence, c'est ça tient à la nature professionnelle des services d'investissement. Mais dans le cours de cette présentation, je vais apporter certaines précisions. Alors, dans un premier temps, le premier objectif, c'est de mettre en relief cette nature professionnelle des services d'investissement en faisant ressortir les principales caractéristiques de ces services-là, lesquelles caractéristiques s'apparentent, sont similaires aux services qui sont offerts par les membres des ordres professionnels qui sont régis par le Code des professions. On pense ici aux médecins, avocats, notaires, ingénieurs, comptables. Alors ici, quand on met en relief la nature professionnelle des services, ça va me permettre, dans un deuxième temps, de justifier pour les autorités régulatrices, on pense ici à l'autorité des marchés financiers ou aux organismes d'autoréglementation, ça va nous permettre, dans un deuxième temps, de mieux comprendre la nécessité de mettre en place un encadrement professionnalisé pour des services d'investissement pour protéger les épargnants et pour maintenir la confiance du public à l'égard de cette industrie-là. Et en faisant ressortir la spécificité des services d'investissement, je vais essayer d'établir de faire ressortir certains éléments de distinction avec les relations commerciales traditionnelles qui, elles, ne nécessitent pas la mise en place d'un encadrement professionnalisé. Donc, allons-y avec les caractéristiques, les principales caractéristiques des services d'investissement. On a ici les principaux acteurs. Vous avez à droite de l'écran les intermédiaires financiers qui regroupent les entreprises, d'une part, entreprises par exemple, courtiers en placement ou courtiers en épargne collective, et vous avez les représentants, c'est-à-dire les personnes physiques qui vont offrir directement
qui vont offrir les services auprès des clients, mais c'est le service direct aux clients, la relation directe avec les clients. Alors ici, on va les appeler, c'est ça, les représentants, par exemple, d'un courtier en placement, représentants d'un courtier en épargne collective. Du côté des épargnants, à qui faisons-nous référence? Nous faisons référence, comme Cynthia l'a mentionné, aux clients individuels non avertis, c'est-à-dire les clients qui ont peu ou pas de connaissances en matière d'investissement et qui vont confier leurs économies, leurs épargnes à des intermédiaires financiers pour faire fructifier leurs économies. Par opposition, ces clients non avertis, par opposition à qui? Par opposition aux investisseurs institutionnels, ceux qu'on considère comme étant des investisseurs qui sont des investisseurs avertis, par exemple les banques, les fonds d'investissement, les caisses de retraite, les gestionnaires de portefeuille, par exemple la Caisse de dépôt et placement du Québec. Alors, si on revient donc à nos clients non avertis, un exemple que je pourrais vous donner, que plusieurs d'entre vous, vous connaissez bien cette affaire, l'affaire Laflamme, c'est un arrêt célèbre qui a été rendu en l'an 2000 par la Cour suprême du Canada. Alors, dans cette affaire-là, on avait affaire à un client non averti qui était M. Laflamme, qui avait une soixantaine d'années, qui venait de vendre son entreprise de portes et fenêtres, que vous avez dû voir sur la Rive-Sud, qui a vendu son entreprise de portes et fenêtres et qui, avec la vente, le produit de la vente de l'entreprise, il avait une somme de 2 millions de dollars à investir. Il a confié ces économies-là ou cette somme-là à un courtier en placement et à un de ses représentants du courtier pour faire fructifier les économies. Pourquoi? C'était pour assurer sa retraite et assurer la sécurité financière de sa famille. Et donc, si on revient de façon générale aux clients non avertis, et M. Laflamme en faisait partie, ces clients non avertis, quand ils vont rentrer en relation avec l'intermédiaire financier, ils vont déléguer certains pouvoirs, ils vont attribuer certains pouvoirs à l'intermédiaire. Et la délégation va être plus ou moins étendue, dépendant du type de service que le client va solliciter auprès de l'intermédiaire. Alors, ça peut être, comme Cynthia l'a mentionné, des services de conseil en investissement, de gestion de portefeuille, ça peut être des services pour acquérir ou pour vendre des titres financiers ou encore des services de planification financière. Du côté maintenant des intermédiaires, quelles sont les caractéristiques de ces services-là? On a ici des services qui se caractérisent par leur nature spécialisée, une nature complexe. Ces services-là vont requérir de la part de l'intermédiaire des connaissances spécialisées de haut niveau. On pense entre autres à des connaissances en matière d'économie, de finance, de gestion, de fiscalité, de comptabilité, de droit et de finances personnelles. Ces intermédiaires-là vont disposer d'une autonomie professionnelle pour exercer leurs activités et ils vont pouvoir agir, ils vont avoir des pouvoirs pour gérer le patrimoine d'autrui, encore là, des pouvoirs plus ou moins étendus dépendant du type de service qu'on va avoir sollicité. Ces intermédiaires-là vont recevoir de la part du client des renseignements personnels. Ces renseignements personnels vont être très utiles pour l'intermédiaire qui va devoir bien connaître le client, qui va devoir bien connaître le profil du client, ses objectifs, ses attentes, ses besoins, sa tolérance au risque pour pouvoir offrir des services personnalisés, ce qui signifie qu'ils vont répondre aux attentes du client, à son profil, à ses objectifs. Revenons
revenons maintenant à nos clients. Les clients dans cette relation qu'on considère comme étant de nature professionnelle sont placés dans une situation d'asymétrie ou de déséquilibre. Pourquoi? Parce que vous avez d'une part l'intermédiaire qui possède les compétences, qui va pouvoir exercer certains pouvoirs sur le patrimoine du client, le patrimoine d'autrui, alors que le client, lui, ne possède pas ces compétences-là, ne peut pas exercer ce contrôle-là parce qu'il n'y a pas les compétences, il n'y a pas le temps de le faire non plus. Et donc, il va confier ses économies à l'intermédiaire. Et ce qui est important de souligner, c'est que il y a un contrôle limité de la part du client. Le client, lui, va recevoir des services qui comportent une part d'incertitude, une part d'aléa. Et ça va être difficile pour le client d'évaluer la qualité des services qui vont lui être rendus. Par exemple, si le client s'aperçoit qu'il y a une baisse importante du rendement de ses placements, des rendements de son portefeuille, pour le client, ça va être difficile de déterminer est-ce que cette baisse de rendement est due à la piètre qualité des services qu'a rendu l'intermédiaire ou si la baisse de rendement est une baisse qui peut s'expliquer par les aléas du marché. Donc, du côté de l'intermédiaire, il n'y a pas d'obligation de résultat, il va y avoir une obligation de moyens et pour le client, ça le place dans une position, c'est ça, un peu difficile pour évaluer la qualité des services. Maintenant, autre caractéristique importante de la relation professionnelle, c'est qu'il va y avoir un lien de confiance accru entre l'intermédiaire et le client. C'est-à-dire que le client qui ne possède pas les compétences, qui s'en remet à l'intermédiaire pour faire fructifier ses économies, il va se fier, hein, quand on parle de confiance, il va se fier, il va s'attendre à ce que l'intermédiaire va agir avec compétence, diligence, intégrité et loyauté dans le meilleur intérêt du client. Le client va s'attendre à ce que l'intermédiaire va faire primer les intérêts du client et non pas les intérêts personnels de l'intermédiaire. Et ça va, au bout du compte, ça place notre client non averti dans une situation de dépendance et de vulnérabilité par rapport à l'intermédiaire, une situation qui va nous permettre de comprendre la nécessité, justement, de mettre en place des mesures particulières pour protéger les épargnants. Retournons maintenant à l'intermédiaire financier. Alors, lui, dans une relation professionnelle, il y a ce qu'on pourrait appeler une cohabitation des intérêts. Puis là, je vais mentionner le mot, et ça ne s'est pas dit de façon péjorative. Il y a ce que les auteurs appellent un conflit d'intérêts inhérent, qui est inhérent à la relation professionnelle. Et ce n'est pas un conflit d'intérêts nécessairement négatif. C'est tout simplement qu'il y a une cohabitation d'intérêts sur la tête de la même personne, en ce sens que l'intermédiaire va prendre en charge les intérêts du client. Sébastien Bonfils, un auteur français, disait l'intermédiaire va devenir l'interprète des intérêts du client. Et l'intermédiaire va avoir ses propres intérêts en termes de rémunération, en termes de recherche de profit, de revenus. Donc, on a dans la même personne cette cohabitation d'intérêts. Or, la cohabitation peut être bénéfique pour le client, mais elle peut être non bénéfique ou difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de risque. Il y a des risques de manquement professionnel de la part de l'intermédiaire.
Alors, les manquements, il y en a de différentes formes, différentes manifestations. Ça peut être l'incompétence, la négligence, la fraude, l'abus. Ça peut être aussi sur le plan organisationnel, la surveillance qui est déficiente de la part des dirigeants. Dans l'affaire Laflamme, on a un bel exemple de manquement professionnel. On a eu le cas du représentant de M. Laflamme qui, lui, a fait des placements hautement spéculatifs, des placements peu diversifiés, alors que M. Laflamme avait demandé des placements sécuritaires pour faire fructifier ses économies. Autre manquement de la part du représentant, c'est qu'il a multiplié les transactions au point où, pour générer des commissions, mais hors du commun. Et à tel point que M. Laflamme a subi un préjudice important. Alors, on arrive justement au préjudice que les épargnants peuvent subir en cas de manquement professionnel. Alors, il y a des risques soit de nature pécuniaire ou non pécuniaire. Dans les préjudices de nature pécuniaire, on pense tout naturellement aux pertes financières. Alors, dans le cas de M. Laflamme, il a perdu 1,5 million de dollars. Et si vous lisez la jurisprudence, si vous lisez dans les médias, quand on parle des scandales financiers, des fraudes financières, on dit, ah ben, cette victime a perdu les économies d'une vie. Et quand ces victimes étaient déjà à la retraite, on dit elles doivent retourner sur le marché du travail. Autre type de préjudice, on parle de préjudice de nature non pécuniaire, c'est-à-dire des non pécuniaires, des préjudices de nature psychologique ou émotionnelle, par exemple des problèmes de colère, d'anxiété, de stress. Ça peut aboutir même à la dépression et même on a rapporté des cas de suicide à la suite de pertes financières importantes. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé des préjudices par rapport aux clients, donc des préjudices de nature sur le plan individuel. Mais il y a aussi le préjudice potentiel de nature collective, c'est-à-dire qu'on peut miner la confiance des épargnants et la confiance du public à l'égard de l'industrie, puis à l'égard du système d'encadrement de l'industrie. Et dans le cas, par exemple, des scandales dans les affaires Norbourg, Bernard Madoff aux États-Unis, Earl Jones au Québec, et plus récemment dans le secteur des cryptoactifs, ces problèmes ou ces scandales, ces dérives peuvent en effet miner la confiance des investisseurs. Et on en arrive donc avec ce portrait à comprendre le besoin de protection des épargnants et du public et de justifier la nécessité de mettre en place un encadrement professionnalisé. Et qu'est-ce qu'on entend par un encadrement professionnalisé? C'est un encadrement spécifique aux services professionnels et rigoureux de nature administrative, déontologique et disciplinaire. Cet encadrement professionnalisé que nous, on a analysé dans l'ouvrage pour le contexte des services d'investissement, c'est similaire, ça ressemble au processus, c'est-à-dire à l'encadrement professionnalisé des membres des ordres professionnels qui sont régis par le Code des professions, lequel encadrement est également professionnalisé. Mais ce qui est important de souligner, c'est que l'encadrement du système professionnel québécois, donc du Code des professions, vise quasi exclusivement les personnes physiques, c'est-à-dire avocats, médecins, comptables qui œuvrent directement auprès des clients. Tandis que dans le contexte des services d'investissement, l'encadrement va viser les 3 groupes d'acteurs, à savoir les entreprises, les représentants et les dirigeants. Et ça va permettre aux régulateurs et aux autorités d'encadrement
de viser tant les aspects individuels qu'organisationnels. Les aspects individuels, c'est la relation plus particulièrement entre la personne physique, le représentant et le client, tandis que les aspects organisationnels, ça vise les activités de direction, de gestion, de surveillance des dirigeants et de l'entreprise à l'égard des représentants. Et on sait que c'est important de pouvoir encadrer cet environnement organisationnel, puisque l'environnement organisationnel, quand on pense à la culture de l'entreprise, à ses objectifs de rentabilité, cette culture, cet environnement peut influer de manière positive ou négative sur le comportement des représentants. Et c'est donc un élément important pour le régulateur de pouvoir réglementer ces aspects de nature organisationnelle. Maintenant, je vais terminer avec cette dernière diapositive pour vous présenter les principales composantes de l'encadrement professionnalisé. Vous avez, tout comme l'encadrement des ordres professionnels, des membres des ordres professionnels, vous avez tout d'abord un contrôle à l'entrée avec des exigences d'inscription ou de certification qui vont permettre à l'autorité d'encadrement de vérifier la compétence et la probité de l'intermédiaire. Et vous avez, dans un deuxième temps, une intensification des normes de conduite. Quand on parle de ces normes-là, on pense plus particulièrement à des normes de nature déontologique, c'est-à-dire qui font référence à une profession. Ces normes, dans un contexte d'une relation professionnelle, comme le cas des services d'investissement, ces normes sont plus rigoureuses que les normes qui sont applicables dans une relation commerciale traditionnelle. Dans une relation commerciale traditionnelle, le commerçant qui vend un produit de consommation, il va être assujetti à une obligation de diligence, de bonne foi, mais il ne sera pas tenu comme un intermédiaire financier dans les services d'investissement à des normes rigoureuses et très élevées de compétences, de diligence, d'intégrité, de loyauté. Et surtout, l'intermédiaire financier, contrairement aux commerçants, l'intermédiaire financier va devoir donner la primauté aux intérêts du client. Quand on dit il y avait cette cohabitation d'intérêts, pour éviter que l'intermédiaire privilégie ses propres intérêts, on dit qu'il faut qu'il privilégie les intérêts du client. Alors ça, c'est une autre composante importante. La troisième composante, c'est la mise en place des mécanismes de surveillance et de contrôle disciplinaire. Encore une fois, des mécanismes qui ressemblent aux mécanismes qui sont mis en place dans les ordres professionnels. Par exemple, le syndic du barreau du Québec a ce mécanisme de contrôle disciplinaire. Alors, ces mécanismes, ça comprend des mécanismes d'inspection, d'enquête, qui peuvent aboutir au dépôt d'une plainte disciplinaire, laquelle plainte peut aboutir à une audition et éventuellement à l'imposition d'une sanction disciplinaire. Alors, quand on compare cet environnement-là, cet encadrement professionnalisé avec, par exemple, l'encadrement d'une relation commerciale traditionnelle, on n'a pas ces composantes-là. Et nous n'aurons pas, dans une relation commerciale traditionnelle, on n'aura pas de mécanisme de contrôle disciplinaire. On va avoir, par exemple, des régimes de sanctions civiles, pénales et criminelles qui s'appliquent également aux intermédiaires financiers, mais en plus, les intermédiaires financiers ont ces mécanismes de contrôle disciplinaire. Alors, ça termine ma présentation, puis je voudrais simplement mentionner que dans notre ouvrage, on a porté, la plupart des chapitres portent sur cet encadrement professionnalisé,
mais il y a un chapitre, le chapitre 7, qui va au-delà de cet encadrement professionnalisé. Et Martin va nous en parler tout à l'heure. Ça va porter sur les mécanismes d'assistance, de règlement des différends et d'indemnisation. Et ça couvre finalement un plus grand nombre d'acteurs dans le secteur financier. Alors, je vous remercie. Oui. Merci beaucoup, Madame Crête, pour avoir présenté ce morceau important de notre ouvrage. C'est un peu la pierre angulaire. Hein. C'est à partir de cet angle-là qu'on a fait le reste du travail. Donc, on est allé examiner l'encadrement spécifique des intermédiaires financiers avec la lunette du droit professionnel et qu'on a fait nos comparaisons et qui nous a amené à faire des constats. Et c'est ce que je vous propose pour les prochaines minutes, de vous présenter certains de nos constats. Bien sûr, un peu plus en survol et un peu moins nuancé que ce que vous retrouvez dans l'ouvrage, mais quand même pour vous donner une idée de ce qui a retenu notre attention. Alors, le premier élément, je vais le rattacher à la présentation de la professeure Crête, c'est vraiment, on établit clairement la professionnalisation des services d'investissement et aussi des intermédiaires financiers. Donc ça, c'est un point d'ancrage qu'on doit garder parmi nos constats. Ce qu'on remarque également avec nos études, c'est qu'il y a une convergence des services d'investissement qui sont offerts aux épargnants, et je dirais une convergence à deux égards. Premièrement, il y a une convergence au regard des produits financiers qui sont offerts aux épargnants. Alors, on a plusieurs intermédiaires financiers qui vont offrir des conseils en investissement pour des produits identiques, nous pensons au fonds commun de placement, ou encore pour des produits similaires. Hein. Ajoutons là, les contrats, les fonds distincts. Je vais dire le nom complet, les contrats de fonds distincts. Alors, tout ça fait qu'on a des produits qui sont similaires ou identiques, qui sont offerts à l'épargnant dans les services d'investissement. Deuxième volet à la convergence, et ce qui est selon moi le plus important, c'est la convergence du service offert. L'ensemble des intermédiaires financiers, sans égard à leur catégorie d'inscription ou au produit qui est offert, offrent des services de conseil en investissement. Et ça, c'est l'élément qui est commun et qui est central à tous les services d'investissement et qui est recherché par la majorité des épargnants. Et ça, malgré le fait qu'on doit noter récemment une montée de la volonté de l'investissement autonome, le conseil en investissement demeure la pierre angulaire des services d'investissement. Mais bien qu'on a cet alignement-là des services d'investissement, qu'on remarque, c'est que l'encadrement réglementaire, lui, qui est en place, il est fragmenté. Il n'a pas cette convergence-là. Avant de vous présenter cet élément de fragmentation de l'encadrement, je me permets de vous mentionner que dans nos études, on a remarqué qu'il y avait eu des efforts importants des autorités pour harmoniser l'encadrement, surtout au niveau des valeurs mobilières. On voit un effort d'harmonisation, bien sûr, au niveau pan-canadien, d'une province à l'autre. On retrouve un cadre qui est plutôt similaire, mais il y a aussi un effort d'harmonisation pour les différents services offerts à l'intérieur des valeurs mobilières. On peut penser au courtage en placement versus le courtage en épargne collective. Dans les dernières années, on a travaillé beaucoup pour rapprocher l'encadrement de ces services-là. Il y a également des efforts qui sont faits au niveau de l'assurance. Je dirais que c'est peut-être un petit peu moins abouti, mais en bout de piste, malgré ces efforts-là, on a encore aujourd'hui un encadrement qui est fragmenté sur différents éléments et je vais vous en donner des exemples. Donc, on repart de la prémisse qu'on a des services qui sont convergents, hein, qui sont plutôt similaires, mais malgré ça, on a une multitude d'autorités qui interviennent. Alors, je vous reprends le schéma puisqu'une image vaut mille mots. Grand nombre d'autorités qui interviennent auprès également d'un grand nombre de différences importantes dans les catégories d'inscription des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, ils ne sont pas toujours soumis à la même loi cadre. En bout de piste, plusieurs autorités, pas toujours les mêmes autorités qui s'appliquent pour tous les intermédiaires financiers et des lois cadres qui sont divergentes, mais ça amène un autre élément de la fragmentation. Ça amène des variations importantes dans le contenu réglementaire pour contrôler les compétences et les comportements des intermédiaires financiers. Alors, on a des divergences dans les exigences d'inscription, des divergences dans les normes de conduite. Parfois, j'ai des normes un petit peu plus spécifiques, parfois moins. Parfois, j'ai presque pas de normes. Et également dans les mécanismes de surveillance et de contrôle qui sont mis en place. Pensons au processus disciplinaire, là, comme vient d'en parler la professeure Crête. On ajoute à ça également qu'on constate des disparités dans les mesures d'accès à la justice qui sont propres au secteur financier. Alors, selon les intermédiaires financiers là, qui offrent le service, j'ai des distinctions dans les mécanismes d'assistance, dans les mécanismes de règlement des différends et d'indemnisation pour les épargnants.
Donc, on se retrouve avec un portrait où j'ai des services similaires, j'ai des services qui convergent d'un côté, mais le cadre, lui, qui encadre ces services-là, il est fragmenté, il comprend des divergences. Et ça, ben, vous le comprenez peut-être maintenant, mais c'est clair que ça amène des enjeux pour la protection des épargnants. Le premier, c'est qu'on a une disparité ou des inégalités dans la protection des épargnants. Alors, vous êtes épargnant, dépendamment de l'intermédiaire financier que vous allez retenir pour obtenir un service d'investissement et des produits financiers, vous n'avez pas la même protection. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu surtout parce que c'est un peu à l'insu des consommateurs, pas parce qu'on veut leur cacher, mais en raison de la manière dont est fait le cadre actuel, il peut semer la confusion des épargnants. C'est difficile pour les épargnants de distinguer les différents types d'intermédiaires financiers. C'est difficile d'identifier les fonctions qu'ils peuvent faire, les produits qu'ils peuvent offrir, les limites dans l'exercice de leurs activités. Imaginez, c'est difficile également pour les épargnants de comprendre les divergences dans la protection dont ils bénéficient en passant d'un intermédiaire financier à l'autre. Donc, tout ça est une problématique de protection des épargnants et on ajoute également les risques que cela amène au niveau de l'érosion de la confiance. Si j'ai une protection qui n'est pas adéquate, qui n'est pas suffisante ou qui n'est pas à la hauteur des attentes des épargnants d'un service à l'autre dans le contexte des services d'investissement, je peux affecter la confiance des épargnants. Et je pense que les gens dans la salle le savent bien, la confiance dans cette industrie-là, c'est primordial. Alors, c'est ça qui nous a amené à vouloir proposer des pistes de réflexion, à vouloir répondre à ces enjeux, à vouloir renforcer la protection des épargnants. Et pour faire ça, on a entamé dans notre dernier chapitre de l'ouvrage une réflexion qu'on a basée sur une approche holistique de la protection des épargnants. C'est une approche qu'on n'a pas sortie dans une boîte de Cracker Jack. C'est une approche qui repose sur les recherches qu'on a menées, les recherches que d'autres membres du groupe ont menées. Donc, c'est un effet cumulatif, cette approche-là de recherche menée depuis 2007. C'est important de le mentionner parce que je pense que c'est un pilier des propositions qu'on vous fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est cette approche? C'est une approche globale de la protection qui consiste à mettre en place un encadrement qui est professionnalisé, qui est spécialisé et qui va être conçu non pas de façon cloisonnée, selon les différents intermédiaires financiers, selon les produits offerts, selon la loi cadre, mais plutôt sous une perspective intégrée et cohérente des services d'investissement qui vient prendre en compte la convergence des services dont je vous parlais, le besoin des épargnants par rapport à ça et toute la nécessité d'avoir en place une protection accrue parce qu'on est devant des services professionnels. Concrètement, qu'est-ce que ça implique, cette approche-là, selon nous, quand on regarde l'encadrement des services d'investissement? La première chose, c'est que la protection des épargnants doit être l'objectif prioritaire de cet encadrement-là. Il ne faut pas que ce soit un objectif parmi tant d'autres. Il faut que ce soit la cible à atteindre. Et ça, un peu à l'instar de ce qu'on retrouve pour la protection du public dans le système professionnel québécois et les autres professionnels. Deuxième élément, ça repose sur une volonté qu'il faut qu'il y ait une protection égale pour des services similaires ou identiques. Il faut que lorsque je retiens les services d'un intermédiaire financier pour obtenir des services d'investissement, peu importe celui que je choisis, j'obtienne une protection qui est équivalente. Et donc, ça implique une uniformisation ou du moins un encadrement qui offre cette même protection. Troisième élément, on en a déjà parlé, mais je le rappelle rapidement, l'approche holistique mentionne qu'il faut se tourner vers un encadrement qui touche non seulement l'aspect individuel, le représentant qui rencontre le client, qui lui offre le service, mais également qui encadre l'aspect organisationnel, qui touche toute la direction, la gestion et la surveillance au sein des entreprises. Et cet aspect-là, je le mentionne, c'est important qu'il ne soit pas mis de côté parce qu'il joue un rôle central, on l'a démontré dans nos études, sur la protection des épargnants. Ce qui veut dire que l'encadrement des services d'investissement doit viser les entreprises, les dirigeants et les représentants. Et tout ça doit converger pour donner des messages très clairs à l'ensemble de ces acteurs, donc entreprises, dirigeants, représentants, qu'ils doivent agir comme des professionnels avisés, avec diligence et loyauté, dans le meilleur intérêt des épargnants. Et c'est à partir de cette approche-là qu'on a regardé nos constats, qu'on a regardé le droit positif qu'on avait dépeint dans l'ouvrage pour formuler des pistes de réflexion
piste de réflexion que Martin et moi allons vous présenter en survol et on ne présentera pas l'ensemble. Donc, évidemment, il y aura plus de détails et d'autres suggestions là, dans le livre. Mais pour ma part, je vais débuter en vous offrant 2 exemples d'éléments qu'on pourrait approfondir qui touchent la professionnalisation accrue de certains intermédiaires et l'élargissement des pouvoirs de certains OR. Alors, le premier point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la faiblesse de l'encadrement des cabinets en assurance de personnes et en planification financière, ainsi que de leurs dirigeants. Alors, nos études mettent en lumière que c'est vraiment le maillon faible de la protection des épargnants lorsqu'on offre des services d'investissement dans le domaine de l'assurance de personnes et de la planification financière. Je m'explique. Alors, notre étude fait ressortir qu'il y a un faible encadrement des compétences et du comportement des cabinets et des dirigeants, et ça, comparativement à quoi? Comparativement à leurs homologues en valeur mobilière. Quand on regarde les courtiers en valeur mobilière et leurs représentants, eux se retrouvent avec un corpus législatif et réglementaire qui est plus imposant et qui est plus détaillé. Mais comparativement aussi à leurs propres représentants, comparativement au cadre qui est mis en place pour les conseillers en sécurité financière et les planificateurs financiers. Je vais vous donner un exemple concret. Quand on regarde le cas des dirigeants, on remarque que dans les cabinets en assurance de personnes et en planification financière, aucun dirigeant n'est soumis formellement à un processus d'inscription auprès de l'Autorité des marchés financiers ou n'est soumis à un processus d'autorisation auprès d'un organisme d'autoréglementation. Certes, il y a la nomination qui est nécessaire d'un dirigeant responsable par le cabinet auprès de l'autorité, mais quand même, ce n'est pas une mesure qui est à la hauteur de ce qu'on retrouve pour les dirigeants de courtiers en placement ou de courtiers en épargne collective, là, pour vous donner cet exemple. Et qu'est-ce que ça fait l'absence d'inscription? Encore plus que juste l'inscription ou l'absence d'autorisation, mais c'est qu'on a une absence de règles spécifiques pour ces acteurs-là. Si je ne les mentionne pas spécifiquement pour les inscrire, je n'ai pas de règles qui les visent dans la nature de leur comportement, dans leur conduite à adopter. Donc, je me retrouve avec des principes généraux pour encadrer ces gens-là. Je n'ai pas d'obligation de formation continue, je n'ai pas de processus disciplinaire qui est dédié et je n'ai pas de sanctions qui les visent spécifiquement. Donc, c'est plus difficile de faire la mise en application. Pour les entreprises dans ces domaines-là, donc les cabinets en assurance de personnes et les cabinets en planification financière, il y a un processus d'inscription, il y a des normes qu'on retrouve là, dans la loi et la réglementation. Mais il n'y a pas un message de professionnalisation qui est aussi clair et étendu que ce que je retrouve dans le domaine des valeurs mobilières. Et pour ça, je vous donne un simple exemple. Dans le domaine des services d'investissement, il y a une règle d'or, une obligation qui s'applique, qui est la contenance des recommandations qu'on va faire à l'épargne. Dans le domaine des valeurs mobilières, l'obligation de convenance, elle revient à l'ensemble des acteurs. Elle est imposée à la personne physique qui va remettre la recommandation à l'épargnant. Elle vise également les dirigeants qui sont inscrits et l'entreprise en tant que telle. Et ça, explicitement dans la réglementation. Donc, tous ces acteurs-là doivent faire converger leurs actions pour que lorsqu'on fait une recommandation, ce soit convenable pour le client. Dans le domaine de l'assurance de personnes, la réglementation reconnaît seulement explicitement l'obligation de convenance pour les représentants, donc les conseillers en sécurité financière. On ne retrouve pas une mention explicite pour les cabinets. Donc, voyez-vous, c'est un exemple de message qui est moins clair en termes de professionnalisation pour les entreprises. Et ça, même si leur rôle dans le domaine de l'assurance de personnes et dans la planification financière, il est aussi important que celui des entreprises en valeur mobilière pour assurer la protection des épargnants. Alors, ça nous amène à réfléchir à voir comment on peut accroître leur professionnalisation. Et l'une des pistes à explorer, c'est d'élargir le champ de compétences de la Chambre de la sécurité financière. On pense que de pouvoir assujettir ces acteurs-là à une structure qui est analogue à une autre professionnelle, qui est dédiée au contrôle de leurs compétences et de leur comportement dans une optique de protection des épargnants, un peu à l'instar de ce qu'on peut retrouver dans les valeurs mobilières, ça pourrait contribuer à une meilleure protection des épargnants. C'est sûr qu'on le propose pour approfondir et ce n'est pas une solution nécessairement parfaite, mais quand on regarde tout ça sous la loupe de l'approche holistique de la protection des épargnants, on voit que les avantages potentiels nécessitent qu'on s'y intéresse, qu'on fasse une étude juridique plus approfondie sur cette proposition-là et qu'on prenne en compte, bien évidemment, d'autres facteurs sur les plans économiques et politiques. Alors, c'est une de nos options qu'on lance comme ça pour réfléchir. La deuxième piste de réflexion que je veux voir avec vous concerne les titres qui sont utilisés par les intermédiaires financiers. Courtier, conseiller, gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine,
conseiller en sécurité financière, planificateur financier, conseiller en placement, conseiller financier. Un ensemble de titres qui sont utilisés pour désigner les intermédiaires financiers qui offrent des services en investissement. On constate dans nos études que ces titres-là, de un, ne sont pas toujours parlants, de deux, ne sont pas toujours utilisés dans le sens où ils sont définis là, dans les lois et la réglementation, et ça par les intermédiaires eux-mêmes, par l'industrie en général et bien sûr par les épargnants également. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Bien, ça nous met en lumière un risque de confusion pour les épargnants. Comment savoir qui fait quoi, qui offre quel service spécifiquement? Je vais vous donner un exemple pour ça qui m'apparaît parlant. C'est celui des conseillers en sécurité financière. Alors, ce titre-là de conseiller en sécurité financière, il désigne le représentant d'assurance de personnes, donc celui dont les activités consistent à conseiller et à offrir des produits dans le domaine de l'assurance de personnes, bien sûr. Mais c'est un titre qui donne l'impression d'être vraiment plus large. On emploie les termes sécurité financière. Alors, qu'est-ce que ça suggère à l'épargnant? Et ça suggère que le conseiller en avant de moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut regarder l'ensemble de ma situation financière, l'ensemble de mes investissements et peut me faire des commentaires pour assurer mon bien-être financier global et pas seulement limité au domaine des assurances. Donc du point de vue de l'épargnant, ben, c'est un enjeu et ça porte à confusion. Ce qui nous amène, cet exemple-là, à nous dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui soit faite sur les titres qui sont utilisés. On est très conscient que c'est loin d'être simple comme changement à apporter, qu'il y a des charges gardées dans l'industrie, qu'il y a des défis d'harmonisation avec les autres provinces, puis qu'il y a même possiblement des considérations politiques. Mais malgré tout, quand on examine cet enjeu-là sous l'angle de la protection holistique des épargnants, il y a une certitude. C'est qu'il faut entamer une réflexion pour revoir l'utilisation des titres. Il faut tenter de trouver une nomenclature qui est claire, qui est cohérente et surtout qui est parlante pour les épargnants. Alors, je vais inviter mon collègue. Martin, est-ce que tu veux que je le désinfecte? Non. Non, ouais. Je vais servir du purée. C'est juste pas mettre les mains dans le visage. Mon fils est malade, c'est pour ça. La gastro-cour, on dirait quasiment qu'on s'est rencontrés avant la rencontre, mais les deux, on a un peu bientôt à la maison, fait qu'on va essayer de se tenir loin. Il n'y a personne qui veut venir au C'est cocktail. ça, exactement. Donc, moi, les constats sur lesquels j'aimerais attirer votre attention, c'est pour les mécanismes de protection. C'est un chapitre spécifique qu'on a traité dans l'ouvrage. Mais tout d'abord, par un peu de terminologie, qu'est-ce qu'on entend par mécanisme de protection? Ce n'est pas un terme qui existe dans la loi ou dans la réglementation. C'est un petit emprunt amical qu'on a fait à l'Autorité des marchés financiers qui l'avait utilisé dans son document de consultation sur les mécanismes d'indemnisation en 2011. Puis essentiellement, nous, la façon dont on a été appelés à réfléchir les mécanismes de protection, on trouvait que les principes de gestion des risques étaient utiles. Donc, on peut voir les mécanismes de protection comme cherchant soit à prévenir un risque, à faire éviter un risque ou à minimiser ses effets préjudiciables, ou encore à en corriger les effets si on n'a pas été capable d'en empêcher la matérialisation. Donc, dans un premier cas d'espèce, les mécanismes qui permettraient de minimiser la survenance d'un risque, ce serait ce qu'on appellerait dans la diagnostic des mesures ex ante. Donc, on peut penser à des mécanismes d'assistance, donc par exemple les services d'assistance de l'autorité qui vont renseigner le consommateur, renseigner l'industrie, services de traitement des plaintes qui vont chercher à réconcilier les intérêts divergents des parties. Mais malheureusement, comme dans la vie, c'est impossible d'éviter tout risque, mais il faut aussi mettre en place une troisième catégorie de mécanismes qui sont les mécanismes d'indemnisation, qui en fait servent à permettre d'indemniser les consommateurs quand on n'a pas été en mesure d'éviter l'événement déviant et que ça cause un préjudice pour les consommateurs. Donc, c'était juste pour placer avec vous un peu de terminologie. Moi, je vais me concentrer sur les constats liés aux mécanismes de protection. Pour ne pas me répéter, comme Cynthia le dit, il y a des constats beaucoup plus approfondis dans l'ouvrage, mais j'en ai cerné 3 pour les fins de la présentation. Premier constat, c'est concernant la multiplicité des mécanismes de protection. Je pense que je ne vous surprendrai pas, vous avez vu la diapositive de Cynthia un peu plus tôt, sur les mécanismes, autant pour les autorités d'encadrement que pour les mécanismes dans le secteur financier, il y en a plusieurs. En soi, est-ce que c'est problématique? C'est un peu ça la question qu'il faut se poser. Pas nécessairement. Nous, dans notre perspective de protection des épargnants, c'est de voir est-ce qu'au final, l'épargnant est plus mal servi du fait de tous ces différents mécanismes-là. Cynthia l'a un petit peu mentionné dans sa propre présentation, mais essentiellement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'épargnant qui fait affaire avec différents intermédiaires n'aura pas à sa disposition les mêmes mécanismes de protection.
Donc, j'ai donné un cas d'espèce sur la diapositive. Prenons pour acquis que notre petite image à gauche, c'est notre représentant. Mais le représentant, il pourrait essentiellement être un représentant de courtier en épargne collective ou également un représentant de courtier en placement pour offrir un produit extrêmement usuel, là, une part de fonds d'investissement, qui est un produit qui n'est vraiment pas jazzé, puis qui est offert à tous les épargnants. Donc là, la question qu'on se pose pour notre jeune investisseur à la droite, c'est est-ce qu'il a accès aux mêmes mécanismes de protection? Et la réponse, c'est non. S'il fait affaire avec un représentant de courtier en épargne collective, il va avoir accès à tous les mécanismes d'assistance, de règlement des différends de l'AMF. Il va avoir accès également au fonds d'indemnisation des services financiers. Mais j'espère que c'est pour moi qui ai fait fermer la lumière. Mais si on passe au représentant de courtier en placement, oui, on va avoir accès aux mécanismes d'assistance ou de règlement des différends de l'AMF, mais les autres mécanismes vont être différents. On va plutôt avoir accès à services de l'Ombudsman, des services bancaires et d'investissement et au Fonds canadien de protection des investisseurs. Et ces différents mécanismes-là ont une protection qui est un peu asymétrique. Donc, ce n'est pas à coût nul pour l'épargnant. D'autant plus qu'on se retrouve à mettre sur les épaules de l'épargnant, qui est un néophyte, de comprendre le titre de son professionnel et de comprendre les mécanismes qui en découlent, ce qui est un non-sens. Il faut quand même dire qu'il y a eu des avancées dans le secteur financier dans les dernières années. Je vous ai mis 2 exemples dans le bas de la diapositive. Notamment en 2018, le législateur a assoupli les critères d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des services financiers, ce qui bonifie la protection. Le législateur, pas le législateur, mais le régulateur va aussi mettre en vigueur un règlement sur le traitement des plaintes à l'été, règlement qui essentiellement va s'appliquer de manière transversale dans le secteur financier. Donc, va viser de manière uniforme tous les types de services financiers, ce qui va assurer en fait une cohérence dans le secteur. Donc, ce qui est tout à fait logique. Nous, ce à quoi on réfléchissait dans l'ouvrage, on se disait, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller encore plus loin, non pas au niveau des mécanismes de règlement différents, mais au niveau du fonds d'indemnisation. Donc, dans l'exemple que je vous ai mentionné, il y a 2 fonds d'indemnisation qui s'appliquent. Il y a le fonds d'indemnisation des services financiers qui s'applique à tous les intermédiaires en assurance, mais qui couvre seulement certains intermédiaires en valeur mobilière. Donc, encore là, se pose une question d'asymétrie dans la protection, surtout quand on sait que le Fonds canadien de protection des investisseurs, le fonds qui s'applique à certains secteurs spécifiques en valeur mobilière, c'est un fonds qui existe depuis 50 ans. Il y a eu à peu près, si ma mémoire est bonne, 21 faillites de courtiers en placement pour 38 millions de sommes qui ont été remises aux investisseurs sur une période de 56 années. Donc, c'est très, très peu. Donc, nous, ce qu'on se disait, peut-être que comme le Fonds d'indemnisation des services financiers apparaît supérieur, pourquoi pas en étendre son champ d'application? Donc, une idée qu'on lance dans l'univers pour réflexion. Donc, premier constat. Deuxième constat que j'ai intitulé « Voir au-delà de l'indemnisation pécuniaire ». Donc, un constat qui est assez frappant quand on s'intéresse aux mécanismes de protection, c'est que les mécanismes de protection s'intéressent beaucoup aux dommages pécuniaires subis par l'épargnant. Vous me direz que c'est assez logique. Bien évidemment, la prestation de service d'un épargnant avec son intermédiaire pour lui remettre son patrimoine, pour qu'il le fasse fructifier. Donc, c'est logique que les mécanismes de protection s'intéressent à ça. Mais je vous mettais dans la petite bulle à droite en prenant l'exemple de Norbourg. Bien, quel préjudice pour les victimes? Est-ce que c'est uniquement un préjudice qui est pécuniaire? Dans le cas Norbourg, il y a eu des films. Il y a un film qui est sorti récemment. Donc, même pour ceux qui sont moins ferrés dans le secteur financier, on voit des exemples dans l'actualité qui nous démontrent que, essentiellement, il n'y a pas juste un préjudice pécuniaire, il y a des préjudices non pécuniaires, des troubles de santé, ça peut être des maladies, des dépressions, etc. Donc, on se rend compte que le spectre des conséquences pour les investisseurs est beaucoup plus large. Ça, vous me direz, je vous dirais, dans le sens commun de tous ces différents facteurs-là, mais il faut savoir que ça a aussi bien été documenté dans la littérature, quand on regarde dans la littérature en victimologie, en criminologie, et même des études qui ont été commandées par les organismes de réglementation. J'en ai mis 2 dans le bas de la diapositive. Il y a eu une étude en 2007 qui a été menée par les SCVM qui faisait bien ressortir toutes les conséquences non pécuniaires pour les victimes. Et un autre rapport en jaune que je vous ai mis dans la diapositive, qui est une étude récente de FINRA aux États-Unis, qui est un organisme de protection des investisseurs, qui met en lumière également toutes ces conséquences non pécuniaires pour les investisseurs. Donc, tout le monde parle un peu d'une même voix. Donc, partant de ça, on se dit, comment est-ce que les mécanismes de protection pourraient tenir compte
de ces préjudices qui ne sont pas uniquement pécuniaires. Il faut savoir que les régulateurs ne sont pas restés inactifs face à tout ça. Il y a des mesures que j'ai appelées d'assistance indirecte dans la présentation. Ce que j'entends par là, c'est des mesures qui ne sont pas enchâssées directement dans les mécanismes de protection, mais des partenariats qui ont été initiés par les autorités de réglementation pour donner des services aux consommateurs. Donc, premier exemple que j'ai mis, c'est l'offre du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, partenariat qui existe depuis 2013 avec l'autorité. Essentiellement, c'est quoi les CAVAC? C'est en fait un organisme à but non lucratif qui offre un service de première ligne pour aider les investisseurs. Est-ce qu'on se rend compte quand on gratte un peu sur l'offre de service? C'est qu'essentiellement, c'est un service de première ligne qui agit comme intermédiaire pour référer ensuite le consommateur vers des professionnels. Donc, le consommateur se retrouve un peu retour à la case départ, si je peux dire. Donc, c'est bien en première ligne, mais on vient en bout de piste assez vite. Une autre initiative très récente qui a été lancée récemment, c'est sur la clinique de cybercriminologie, un partenariat qui a été conclu le mois dernier par l'AMF, qui est un autre exemple, où le département de criminologie à l'Université de Montréal offre des services de première ligne pour aider les victimes de fraude à comprendre la nature de la fraude qui leur a été commise. Donc, tout ça, c'est des initiatives qui sont tout à fait souhaitables, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'aller plus loin? Nous, ce sur quoi on a été appelés à réfléchir dans l'ouvrage, c'est qu'on a des exemples de ce que j'ai appelé d'assistance directe dans les mécanismes étatiques d'indemnisation québécois. Donc, si on pense, par exemple, au régime d'assurance universelle en matière d'assurance automobile, bien évidemment, le législateur a mis en place une indemnisation pour les pertes de revenus, mais il y a aussi une indemnisation pour le préjudice non pécuniaire qui est prévu, notamment les troubles psychologiques ou tout autre service de professionnels au centre du code de profession. Donc, le mécanisme d'indemnisation prévoit ça. Je vous ai mis un deuxième exemple qui est la même mécanique, c'est pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. On vient également couvrir non seulement le préjudice pécuniaire découlant d'un accident de travail, mais aussi le préjudice non pécuniaire. Donc, ça nous apparaissait être des pistes de réflexion qui pourraient être intéressantes. Est-ce que c'est parfait? Probablement pas, mais ça pourrait nous amener à réfléchir de manière plus large le préjudice qui est subi par les épargnants. Dernier constat que je voulais regarder avec vous, c'est le caractère contraignant des décisions rendues par les mécanismes de règlement des différends. Donc, il faut savoir qu'au Canada et au Québec, les mécanismes de règlement des différends, les décisions qu'ils rendent sont non contraignantes. Donc, je vous dirais, c'est un peu une étape avant la judiciarisation du dossier de l'épargnant, ce qui amène des problématiques parce que, bien évidemment, pour l'épargnant qui ne peut pas avoir accès à un organisme de règlement des différends qui est liant, si je peux dire, qu'est-ce qui lui reste? C'est de s'adresser aux tribunaux de droit commun avec tous les désavantages qu'on connaît, des délais qui sont extrêmement longs, des coûts qui sont extrêmement élevés. C'est une problématique qui n'est pas nouvelle, qui est bien documentée dans la littérature. Déjà en 2007, il y avait des rapports d'experts qui avaient été commandés par les autorités réglementaires pour réfléchir à l'idée de justement rendre exécutoires les décisions, les mécanismes de règlement des différends. Mais je vous dirais que la réflexion a obtenu un nouveau souffle à partir plus des années 2017-2018 face à la situation d'un organisme de traitement des différends qui est l'OSBI, que j'ai mis à l'écran. L'Ombudsman des services bancaires et d'investissement rend des décisions non exécutoires, mais publie les refus de certaines firmes qui refusent de se plier à la décision. Et ce qu'on s'est aperçu, ce que les autorités de réglementation sont aperçues, c'est que sur une période relativement courte, il y a eu de plus en plus de cas où des firmes de placement ont décidé de ne pas avaliser les recommandations de l'OSBI. Donc, s'en est suivi des travaux de différents organismes de réglementation en Ontario et les organismes de réglementation, notamment les ACBM, je vous ai mis un extrait à l'écran, ont initié un avis de consultation en 2023 pour justement réfléchir, est-ce qu'on ne devrait pas aller un petit peu plus loin, rendre exécutoire ces fameux mécanismes de règlement des différends. Je vous ai mis aussi de la volumétrie dans la diapositive. Juste l'an dernier, l'autorité a traité 2223 plaintes qui ont été reçues. C'est un volume qui est considérable, donc sans être capable de l'affirmer formellement, il y a fort à parier qu'il y a des situations sur le lot où les institutions financières ne donnent pas suite à la plainte formulée par le consommateur. Donc, qu'est-ce qui reste? On revient à ce que je disais un petit peu plus tôt. Le consommateur doit ultimement aller devant les cours de justice. Donc, il y a toutes sortes de considérations à prendre en compte.
probablement qu'il y a des angles morts qu'on ne voit pas, puis qui fait en sorte que c'est peut-être pas une solution mur à mur de décision contraignante qui doit être appliquée, mais il faut savoir que dans d'autres juridictions, ça existe déjà. Ça existe au Royaume-Uni, ça existe en Australie. Des juridictions canadiennes sont déjà en train d'envisager des modifications à leur cadre législatif pour donner effet à tout ça. Donc, nous, dans l'ouvrage, ce qu'on venait affirmer, c'est que ça nous apparaît porteur pour augmenter la protection des épargnants. Puis, la réflexion est toujours en cours. Il n'y a aucun positionnement formel qui a été fait par les ACVM, mais on trouve que c'est une initiative qui est intéressante et qui mérite réflexion. Donc, ça fait le tour. J'espère